l'émission du Rendez-vous des entrepreneurs, où l'on essaie épisode après épisode de mieux comprendre comment un entrepreneur ou une petite équipe peut arriver à se distinguer sur le marché des affaires, notamment lorsqu'ils ont peu de ressources financières, matérielles et humaines et qui naviguent sur un marché concurrentiel. En d'autres termes, comment faire mieux avec moins. Dans les épisodes précédents, nous avions parlé de la crise comme vecteur d'opportunité. Nous avions également écouté des conseils de solopreneurs qui ont réussi à concrétiser leur ambition. Aujourd'hui, je vous propose de parler du secteur de l'économie sociale et plus particulièrement du modèle coopératif avec nos trois invités ici présents. En effet, en 2021, le gouvernement du Québec déposait un plan d'action gouvernemental de 137 millions de dollars sur 5 ans pour mobiliser les entreprises d'économie sociale, stimuler l'innovation dans le secteur et mettre en valeur l'entrepreneuriat collectif. C'est quand j'ai vu ça que je me suis dit qu'il devait y avoir de belles opportunités à la clé. Donc pour mieux préciser de quoi on parle, juste, je sais que vous allez l'expliquer bien mieux que moi, mais l'économie sociale, c'est, selon le gouvernement québécois, des activités marchandes qui s'appuient sur deux types de rentabilité. Une rentabilité économique et une rentabilité sociale. D'un côté, les structures produisent des biens et des services, puis d'un autre, elles contribuent à améliorer la qualité de vie et le bien-être de la population grâce à des créations d'emplois, en offrant des services pour la communauté, en luttant contre la pauvreté, en préservant l'environnement, plein d'autres choses. Mais Othman, toi qui es ici, tu vas vraiment mieux l'expliquer, puis même Mariam aussi sur l'économie sociale. Donc, je ne vais pas plus loin pour l'instant. Donc, une entreprise d'économie sociale, elle est généralement soit sous la forme d'une mutuelle ou d'une OBNL. Donc là, c'est le cas de start-up, représenté aujourd'hui par toi, Mariam Koulibaly. Ou alors aussi sous la forme d'une coopérative, telle qu'Agora Alliance, qui est représentée par toi, Anne-Solène Rioux. C'est ça. Donc, on a bien hâte de vous entendre et de voir ce qui vous a motivé à choisir ces types de structures, puis surtout les bénéfices que vous retirez de ces modèles. Donc, avec vous trois, on parlera des avantages concurrentiels d'une entreprise issue de l'économie sociale. Passons maintenant directement aux présentations. Donc, j'ai l'immense honneur de présenter dans un premier temps Othman Kawa. Tu es développeur économique certifié du Québec. Tu as une longue expérience dans le domaine du conseil stratégique, de l'accompagnement et du financement de projets à impact positif en lien avec les territoires. Tu as également œuvré pour la mise en place d'écosystèmes collaboratifs dédiés à l'innovation et l'entrepreneuriat social. Tu es mentor, formateur, conférencier et, attention, tenez-vous bien, lauréat du premier prix français de l'innovation sociale Innovateur La Gazette des Communes, ainsi que du troisième prix européen de l'innovation sociale Rêve Excellence Award. Puis c'est pas fini. Tu es également titulaire d'une maîtrise en administration des affaires et d'une maîtrise en administration et gestion des entreprises. Aujourd'hui, tu es conseiller en entrepreneuriat coopératif au sein de la CDRQ, la coopérative de développement du Québec. Pas facile à dire. Bonjour Audrey, bonjour tout le monde. Je vais juste présenter Anne-Solène et Mariam, puis après on est parti avec notre flot de questions qui va suivre. Donc Anne-Solène Rioux, avec qui je suis fièrement partenaire d'ailleurs à M-Coaching Pro, très heureuse de ça. Tu as également une belle carrière professionnelle derrière toi et c'est certainement encore loin d'être fini. Tu as à ton actif plus de 20 ans d'expérience en France et au Québec, dans des postes de responsable des communications et du développement des affaires. Tu es investi dans l'écosystème entrepreneurial québécois depuis plus de 10 ans et tu as également été chargé de cours dans un AEC dans création d'entreprise au Cégep du Vieux-Montréal. Entrepreneur dans l'âme, tu es la fondatrice de Les Facilitatrices, une agence pluridisciplinaire, et cofondatrice de Agora Alliance, l'incubateur accélérateur pour les entrepreneurs venus d'ailleurs. J'avais toujours rêvé de le dire en vrai comme ça en public, c'est-à-dire les entrepreneurs francophones immigrants canadiens. Merci à toi d'être là et d'être la voix du modèle coopératif aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Pour finir mes brèves présentations, la dernière et non des moindres, Mariam Koulibaly, qu'on pourrait décrire comme la créative allumée, dont la mission de vie, c'est de révéler le potentiel des femmes. Tu es fière ambassadrice de l'entrepreneuriat féminin et la cofondatrice et directrice de Startup, l'incubateur de communautés féminines qui accompagne les femmes vers l'entrepreneuriat et l'économie sociale. Tu es détentrice d'un master en gestion d'entreprise et tu aides les entrepreneurs à concevoir des modèles d'affaires depuis 2011. Ton ambition est de faire de l'entrepreneuriat un outil d'épanouissement pour que les femmes puissent rêver, agir et influencer. Donc, tu es aujourd'hui notre voix pour l'économie sociale et
la structure OBNL. Donc, un gros merci. Et pour commencer et lancer la discussion, je vais commencer par toi, Mariam, et te demander si tu peux nous expliquer ce qu'est, à tes yeux, l'économie sociale. Écoute, tu en as déjà donné une très belle définition. Oserais-je m'opposer à celle du gouvernement? Écoute, dans les mots déjà, on a la révélation, on a économie. Donc, qui dit économie dit avoir un service ou un produit, avoir une activité marchande. Donc, c'est ça. Et social, l'impact social, comme tu l'as si bien décrit tantôt, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'est ça. L'économie sociale, c'est forcément... et c'est important de préciser parce qu'on a des entrepreneurs à impact social, mais on a aussi de l'économie sociale. Un entrepreneur qui a un impact social va avoir justement, va faire un service ou offrir un produit qui apporte un bien à la société, à sa communauté. C'est ça. Alors qu'une entreprise d'économie sociale, on est déjà dans le collectif. L'entreprise ne se bâtit pas seule. Elle se bâtit avec minimalement 3 personnes. Donc déjà, on est à la différence avec l'économie sociale dans des entreprises collectives, comme tu l'as si bien cité, les OBNL, les coopératives, les mutuelles, etc. Donc, ce sont des entreprises collectives. Et ensuite, ce qu'il y a, outre l'autonomie financière en ayant un service marchand ou un produit marchand, on a aussi l'ancrage avec la communauté. Donc, vraiment travailler en partenariat avec d'autres organismes parce qu'une communauté, comme on aime le dire, ne se bâtit pas seule et tout ça. Donc, vraiment de collaborer et d'avoir aussi des membres. Donc, oui, on a un impact social, donc on a forcément une communauté qui est derrière nous, qui bénéficie de cette mission sociale qu'on a. Donc, nous, personnellement, c'est l'entrepreneuriat, donc nos membres adhèrent à l'entrepreneuriat féminin, trouvent que ce qu'on fait, c'est important de pouvoir leur permettre d'avoir des activités gratuites, de réseautage, des formations qui renforcent leurs capacités. Donc, on a toute cette communauté start-up qui nous appuie dans cette mission-là parce que on est encore loin de la parité en entrepreneuriat et accompagner les femmes de façon spécifique, ça a encore sa place dans notre société ici canadienne. Donc, voilà, grosso modo, tu l'as tellement bien dit que je ne veux pas paraphraser. Impact social, impact économique et communauté, voici les 3 mots-clés. Super, écoute, merci pour cette précision. Puis maintenant, Othman, est-ce que toi, tu pourrais, avec ton regard d'expert, bien sûr, nous expliquer le modèle coopératif un petit peu plus en détail, puis comment il se distingue finalement par rapport à l'OBNL, puis par rapport aux mutuelles? Bonjour Audrey, bonjour tout le monde. Merci encore une fois pour l'invitation. Alors, une coopérative, c'est une personne morale qui regroupe des personnes ou des sociétés qui ont des besoins économiques, sociaux, culturels communs et qui, en vue de les satisfaire, s'associent pour exploiter une entreprise conformément à des règles d'action coopérative, des règles qui sont reconnues et promues par l'Alliance coopérative internationale. Alors, ces règles, très rapidement, c'est notamment l'adhésion volontaire et ouverte à tous, le pouvoir démocratique exercé par les membres, la participation économique des membres, l'autonomie et l'indépendance, l'éducation, la formation et l'information, la coopération entre les coopératives et enfin un engagement envers la communauté. Donc, le mouvement coopératif au Québec notamment, il est soutenu déjà par une loi qui structure sa façon de se déclarer, de s'organiser et qui promeut en même temps le mouvement coopératif. Quand on parle de coopérative, la mutuelle est, je dirais, un petit peu un synonyme de coopérative. Donc, il n'y a pas de distinction à faire. Coopérative, c'est bien entendu une entreprise collective qui agit dans le domaine de l'économie sociale, donc qui répond aux critères que tu as définis tantôt, Audrey, notamment la notion de rentabilité économique et la notion de rentabilité sociale. Et puis, ce qui va peut-être la distinguer un petit peu de l'OBNL, c'est que comment dirais-je, la coopérative est une entreprise qui est capitalisée. C'est-à-dire que la coopérative, d'abord, elle va répondre, je dirais, à un lien d'usage qui est défini par ses membres. La première mission, c'est répondre aux besoins de ses membres.
Et puis, ces membres sont les copropriétaires, donc de l'entreprise coopérative, ce qui diffère de l'OBNL. Mais là, Mariam pourra peut-être apporter des précisions. Donc, c'est une entreprise de l'économie sociale qui est capitalisée, qui appartient à ses membres, et une contribution économique et un lien de propriété comment dirais-je, de ses membres qui agissent de manière entrepreneuriale. Et la coopérative aussi permet de dégager des excédents et puis aussi de se repartager ces excédents entre ses membres. Voilà, je dirais un petit peu les grandes lignes de ce que c'est qu'une coopérative. Il y a bien entendu des particularités. Et puis, bien entendu, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais il y a plusieurs formes de coopératives qui peuvent répondre à différents besoins d'organisation et aussi de développement de modèles d'affaires. Ok, donc ce que j'entends jusque-là, c'est pas mal, j'entends les mots collectif, j'entends communauté, j'entends membre. Anne-Solène, pourquoi vous, avec Agora Alliance, vous avez fait ce choix d'aller vers la coopérative? Puis, comme Othman le dit là, sur la fin de son échange, c'est que finalement, il y a différents types de coopératives. Donc, pourquoi avoir choisi une coopérative? Puis, quel type du coup, de coopérative vous avez choisi? Puis encore une fois, pourquoi? Donc, merci encore pour l'invitation. Donc, je tiens à préciser également qu'Agora Alliance a été accompagnée par la CDRQ pour la constitution de sa coopérative et nous remercions Othman pour son accompagnement à cela d'ailleurs. Nous avons choisi le modèle de coopérative de travailleurs dans un premier temps pour la simple et bonne raison que nous étions 3 membres fondateurs et sans forcément rentrer dans le détail, en fait, selon le modèle de coopérative que vous souhaitez être, il y a un nombre de fondateurs minimum à respecter. Donc, nous, à l'inverse, nous étions 3 membres fondateurs d'Agora Alliance, donc nous avons choisi dans un premier temps la coopérative de travailleurs, donc qui impose ce nombre-là, pour éventuellement aller dans le temps vers une coopérative de solidarité qui là impose plutôt 5 personnes dans les membres fondateurs. Donc, on va évoluer avec le temps. On est des personnes morales, on est 3 personnes morales, donc on intervient de cette façon-là. Puis la raison pour laquelle on a choisi ce modèle-là, d'abord, je pense que par définition, le mot Agora Alliance est une raison en soi. L'Agora, la place publique où on fait des alliances. Donc, c'était tout naturel pour nous, en fait, de par la définition du modèle coopératif et de par les principes coopératifs, de choisir ce modèle-là pour opérer de façon quotidienne. Si je reprends quelques principes comme l'encadrement juridique, en fait, qui favorise vraiment la démocratie puis une gouvernance qui est très ouverte, en fait, où il y a un vote, une personne, un vote. Donc, on est tous sur le même, on va dire, point d'égalité au niveau des prises de décision. Donc, c'est aussi un peu, on peut peut-être un peu le comparer, je dirais bien, à ce qu'on appelle le modèle holocratique, en fait, qui est une direction plutôt horizontale que plutôt verticale et pyramidale. Donc, c'est une gestion plutôt horizontale où tous les membres, en fait, sont à égalité dans la prise de décision. Donc, Agora Alliance est né de la tête de Jean-David au départ. Nous sommes 3 membres fondateurs, Jean-David Rezaïov, Coralie Crescent et moi-même. Agora Alliance était dans la tête de Jean-David comme quelque chose où on voulait mutualiser, faire des rencontres, etc. Et de son idée est devenue Agora Alliance de par les expériences qu'on avait tous les 3 aussi au niveau du modèle de l'incubateur, en fait, que l'on a développé en soi. Mais cette gestion, en fait, principalement à cause de cette gestion qui est plutôt, comme je veux dire, démocratique, en fait, c'est vraiment essentiellement pour cette raison qu'on a choisi ce modèle-là. Ok, super. Donc là, on entend démocratie, égalité, horizontalité, on va dire, versus verticalité. Donc, peut-être, Othman, peut-être plus nous parler. Alors, il y a une histoire de valeurs là derrière. C'est quoi, en fait, les valeurs qui sont rattachées à la coopérative? Puis aussi, je rajoute une question par rapport à ce que Anne-Solène a dit, où en fait, oui, elle disait que c'était évolutif. Est-ce que du coup, on peut changer le statut au fil du temps de sa coopérative? Du coup, voilà. Donc, c'est 2 questions un petit peu différentes, mais si tu peux nous faire un wrap-up de tout ça.
ce serait super. Attends, on t'entend pas? Ouais, c'est Oui, bon. je le disais bien sûr. Donc, effectivement, tout part de la mission. Donc, dans une mission, lorsqu'il y a un ensemble de porteurs de projets qui ont envie de faire ensemble, alors ils se dirigent vers un entrepreneuriat dit collectif. Puis à un moment donné, ils se disent, bon ben, nous, comment est-ce qu'on veut agir? Est-ce qu'on veut être pilote de notre projet, copropriétaire de nos projets et en même temps créateur d'une valeur qu'on peut ensuite se partager avec la communauté, mais également en bénéficier? Si c'est oui, alors on se dirige naturellement vers la coopérative. Alors la coopérative, quels sont ses atouts et ses bénéfices? Donc, les atouts d'abord, c'est que c'est une entreprise qui doit s'appuyer sur un modèle économique qui est rentable. Ça veut dire qu'il y a un aspect entrepreneurial qui doit être opérationnel et qui doit aussi être structuré et guidé par la logique économique. Et puis en même temps, au niveau de la gouvernance, c'est un modèle qui justement favorise l'égalité des pouvoirs au sein de la coopérative, l'équité dans la redistribution des revenus, la démocratie et la participation dans la prise de décision. Donc, c'est autant de valeurs aujourd'hui en matière de gouvernance qui permet justement, tout en développant justement un modèle d'affaires viable et rentable, et bien justement de gouverner avec des valeurs basées sur l'échange, sur l'écoute, sur la prise de décision collective. Et ça, quel que soit, je dirais, l'apport ou le poids qu'on peut avoir dans une entreprise, que ce soit au niveau matériel, immatériel, intellectuel ou financier. Donc ça, c'est des atouts qui aujourd'hui, justement, intéressent énormément de gens et c'est surtout des valeurs je dirais, qui séduisent beaucoup d'entrepreneurs, comme on peut le voir, notamment avec un certain nombre, ou qui rebutent justement d'aller vers un certain type d'entreprise qui développe beaucoup plus l'individualisme, l'égoïsme et le non-partage ou le mauvais partage de bénéfices. Donc ça, c'est… et pour ces raisons-là, pour ces valeurs justement qui sont mises en avant, eh bien, ce que beaucoup d'études montrent, c'est que justement la viabilité d'une entreprise collective sous mode coopératif est beaucoup plus forte dans la durée qu'une entreprise collective ou même individuelle qui est essentiellement capitalistique et qui repose sur le poids d'une ou deux personnes, comme on peut le voir dans de l'économie classique, car on peut très bien avoir des perspectives de croissance très intéressantes, mais quand justement on n'est pas, comment dirais-je, quand on n'est pas protégé contre un certain type de management, un certain type de stratégie ou de vision, eh bien souvent les problèmes peuvent arriver de ce type de gouvernance qui ne soit pas partagée. Donc voilà, Audrey, un certain nombre de valeurs et puis aussi, Mariama parlait d'ancrage. Une coopérative, effectivement, tout en ayant pour mission de servir ses membres, c'est aussi une entreprise qui doit avoir à l'idée de pouvoir effectivement créer de la valeur partagée et aussi de développer un ancrage, notamment au sein de sa communauté, au sein de ses parties prenantes, voire même de son territoire, c'est-à-dire développer des liens positifs et constructifs avec l'ensemble de ses parties prenantes et puis aussi avec la communauté qu'elle dessert. Donc, c'est avoir cette double vision qui est orientée vers effectivement, je dirais, une création de valeur partagée à l'interne, mais aussi à l'externe. Ok, donc du coup, oui, j'aime bien cette idée-là, comme de double vision finalement. Oui, on s'intéresse à ses clients, on apporte de la valeur à ses clients, mais là, on essaie aussi d'apporter de la valeur en interne à son équipe, puis de créer de la valeur à travers l'équipe. Et puis même, j'aimerais rajouter aussi tout ce qui est les motivations entrepreneuriales. C'est vrai que peut-être, il y a encore peu de temps, on parlait beaucoup de la motivation par financière, c'est une chose, parce qu'on construit une entreprise, bien sûr, mais de plus en plus, on voit que les personnes cherchent beaucoup le sens à ce qu'ils font.
Donc là, on amène beaucoup de sens avec des valeurs comme ça qui sont fortes. Donc, tu as dit, je répète là, échange, écoute, prise de décision collective, égalité, équité, démocratie. Donc, c'est vraiment des choses quand même, des idées fortes derrière. Et j'ai envie de Juste nous rajouter, dire, si tu me permets, Audrey, oui, solidarité aussi, et solidarité. parce que voilà, en étant ensemble, avec un même niveau de pouvoir et avec des objectifs communs, parce que c'est aussi ça la coopération, c'est avoir des objectifs communs pour servir effectivement des objectifs, des intérêts collectifs, mais aussi des objectifs qui vont au-delà de cette entreprise. Cette solidarité permet effectivement un meilleur accompagnement, cette coopération, un meilleur accompagnement et donc aussi, je dirais, à maximiser un petit peu le développement et l'impact de l'entreprise. Impact, aussi, c'est des mots forts là. Ok, puis juste ma petite question qui était tout à l'heure là, mais si tu peux m'y répondre brièvement, mais est-ce que c'est possible de changer le statut au cours du temps? Donc, comme disait Anne-Solène, là, ils sont 3, puis peut-être ils vont passer plus tard à une équipe plus grosse. Est-ce que du coup, le modèle est évolutif? Oui, tout à fait. Le modèle est évolutif. Ce que j'ai l'habitude de dire dans mes accompagnements, c'est que la structure et la forme juridique même, elle est au service d'une stratégie. Donc, effectivement, on part de la mission, on part aussi de la vision, on construit, on élabore le modèle d'affaires indépendamment de la structure juridique et de sa nature et de sa… Et puis, à partir de là, dans le cadre justement du plan stratégique qu'on peut étudier, on peut effectivement adopter une forme coopérative qui réponde à des objectifs court, moyen, long terme. Et effectivement, on peut facilement, comment dirais-je, évoluer. Par exemple, j'ai envie de dire, on pourrait commencer par une coopérative dite de producteurs, où on est à ce moment-là un regroupement effectivement d'entrepreneurs, mais avec des statuts de travailleurs autonomes ou d'entreprises indépendantes. Donc, on se structure autour justement, je dirais, d'une organisation qui va venir mutualiser un certain nombre de moyens. Puis après, on grandit et puis cette coopérative donc dégage des excédents. On est capable d'investir, mais aussi on est capable d'embaucher, de salarier, donc des personnes. On peut salarier des personnes extérieures à l'entreprise qui resteront non membres, mais donc des salariés de la coopérative, tout comme on peut salarier des membres. À ce moment-là, les membres deviendraient des membres travailleurs. Et à ce moment-là, si on veut garder la mixité des statuts, à savoir travailleurs autonomes, membres travailleurs autonomes, entreprise et membres travailleurs, on irait vers ce qu'on appelle une coopérative de solidarité, par exemple. Et puis après, si on évolue dans un contexte, un environnement, par exemple, où la notion de partie prenante est très importante et où on veut associer, où on veut, comment dirais-je, appuyer un engagement plus fort auprès d'un certain nombre de parties prenantes, on voudrait en faire des membres, par exemple, à part entière, eh bien, on créerait une catégorie de membres de soutien dans le cadre de cette coopérative de solidarité, et puis on offrirait justement cet engagement qui est supérieur à un certain nombre, je dirais, de parties prenantes. Donc, voyez-vous, donc dépendamment de la stratégie qu'on peut avoir, eh bien oui, la coopérative peut évoluer sous un certain nombre de formes, donc passer de travailleurs de producteurs à solidarité mixant producteurs et travailleurs, voire même membres de soutien. Et pourquoi pas même des membres consommateurs. Mais bon, après, on entrerait dans des détails. Ouais, donc on le voit, c'est quand même vraiment structuré finalement. L'approche, c'est quand même pas complexe, mais en tout cas, il y a vraiment une structure là derrière. Puis toi, Mariam, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu partir sur une OBNL et plutôt qu'un modèle coopératif? Attends, on t'entend pas. Juste, c'est bon. 1, 2, 1, 2, est-ce que tu m'entends? Ok, excellent. Donc, oui, ben déjà, comme Othman le disait, c'est un choix stratégique. Anne-Solène a dit qu'ils étaient 3 à démarrer l'entreprise et tout ça, à vouloir être dans les opérations. Ce qui fait qu'on fait le choix d'une OBNL. Déjà,
simple. Comme je joue avec les deux chapeaux parce que je suis aussi présidente de la coopérative d'habitation Union Mutuelle et je suis présidente de start-up l'OBNL. Donc, je vois la différence. Et ce que je pourrais dire vraiment pour essayer de simplifier les choses, c'est que l'OBNL, si vous n'êtes pas vraiment à être plusieurs à vouloir être dans l'opération, OK, si vous n'êtes pas plusieurs à vouloir vraiment mettre la main à la pâte et puis faire toutes les tâches opérationnelles, alors c'est l'idéal. Parce que la coopérative, dans le modèle d'Anne Solène, ils travaillent tous les trois à ce que justement il y ait du revenu et tout et tout. Alors que l'OBNL, le CA, est distinct de l'équipe opérationnelle. Donc, le CA, on sépare les opérations de la stratégie. Donc, on a un CA qui veille à la gouvernance, qui veille à ce que l'organisme atteigne vraiment ses objectifs, qui respecte sa mission, qui desserve bien ses membres. Et puis, on a l'équipe opérationnelle qui travaille aux différentes opérations pour accomplir la mission servir les membres et tout ça. Donc, il y a cette répartition-là. On ne s'attend pas forcément à ce que le CA soit opérationnel, on s'attend à ce qu'il soit stratégique. Il y a des rôles et responsabilités bien établis et bien séparés pour que ça fonctionne bien, justement, pour pas qu'il y ait confusion. Et nous, dans les cohortes qu'on accompagne, on a une cohorte qui se termine en janvier, là, une cohorte d'impact social. Les compagnies Inc. ont dû faire un choix. On leur a laissé le choix d'être des OBNL ou des coopératives. Pour nous, l'essentiel, c'était qu'elles fassent le virage vers l'économie sociale. Et dans cette cohorte-ci, elles ont toutes choisi l'OBNL parce que c'était plus simple d'approche, effectivement. Comme Anne Solène le disait tantôt, c'est un peu plus complexe, la coopérative. Donc, elles ont toutes choisi l'OBNL pour justement avoir un CA qui est pilier, qui les aide, qui les soutient, mais avoir aussi au niveau de l'opérationnel, pouvoir monter une équipe qui va gérer les choses. Et pour résumer aussi, pourquoi elles ont fait ce choix-là? On a une qui a failli passer coopérative, mais elles étaient que deux. Elles étaient que deux fondatrices, on en prenait une troisième. Je dis, est-ce que vous n'êtes pas capable de trouver un troisième mousquetaire qui va venir travailler fort avec vous aux opérations? Et elles n'ont pas pu, en tout cas, elles n'ont pas voulu se précipiter. Puis je comprends, et puis ça, je le respecte absolument. Donc, elles ont préféré aller avec l'OBNL, avoir un CA qui les soutient et puis elles continuer à gérer des opérations jusqu'à ce que… Et puis, comme on l'a dit tantôt, ça va évoluer. Peut-être que quand elles auront trouvé le troisième mousquetaire et peut-être même 4-5, ça évoluera en coopérative. Mais c'est cet aspect-là de l'opérationnel aussi qui fait la différence dans le choix. Donc, voilà. Alors, c'est pour ça que nous, on a fait le choix de l'OBNL. Mais maintenant… Après, ce que j'aime beaucoup dans le modèle de l'économie sociale, c'est que tu as différentes formes. Comme j'aime beaucoup dire aussi aux femmes qu'on accompagne, je dis, il faut mettre la tenue adéquate. Moi, je me suis fait une ambassadrice de l'économie sociale parce que j'ai vu que c'était un modèle d'affaires gagnant, surtout quand tu as une entreprise d'impact. Et malheureusement, il n'y a pas assez de diversité dans l'économie sociale. Moi, ma mission, c'est de faire en sorte qu'on puisse retrouver ces femmes-là sur la map, justement, parce que j'ai approché des Inc. qui étaient dans la culture, j'ai approché des Inc. qui étaient dans l'aide, dans le social. Je dis, mais vous n'avez pas la bonne tenue pour aller au mariage. Quand on est la mariée, on met une robe de mariée. Quand on va à un cocktail, on met une robe de cocktail. Donc, je disais, mais vous faites quelque chose qui a un impact social. Vous êtes des Inc. Donc, vous allez pas avoir la meilleure forme pour bien réussir parce que moi, je le vois. J'ai fait ce pivot en économie sociale et c'est ce que j'aide les autres à faire. J'étais Inc. et j'aide les autres à faire ce pivot parce que je vois que quand on a un impact social, quand on a une mission sociale, il faut prendre la bonne forme juridique parce que c'est beaucoup plus facile ensuite les partenariats. Quand je vois en si peu de temps les partenariats que j'ai bâtis avec d'autres organismes, c'est vraiment beaucoup plus facile. On va beaucoup plus loin aussi parce que oui, ça prend plus de temps. Ça, je réalise. Nous, on avait un programme qu'on avait mis chap, en 6 mois, c'est plié, c'est rangé. Eh ben non. Ça prend beaucoup plus de temps justement pour bâtir cet ancrage, cette collaboration avec d'autres organismes. On a exploré même le fait de faire des appels à projets ensemble. Bref, c'est un modèle gagnant.
l'OBNL, c'est ce qui a été le plus simple, en tout cas pour nous et pour les femmes qu'on accompagne, mais ça peut être évolutif. Et ce choix-là, en tout cas, je ne le regrette pas parce que vraiment, non seulement on met en avant nos valeurs, mais aussi, franchement, on reste dans cette posture entrepreneuriale. On n'est pas un organisme communautaire. On reste dans une posture entrepreneuriale. On dessert un service avec une certaine qualité, des partenariats et tout ça. Et on a du revenu qui nous permet aujourd'hui d'avoir des employés. Sans ça, on ne serait pas fonctionnel parce qu'on n'a pas des subventions du gouvernement. Donc, si on n'avait pas une rentabilité économique, ça ne marcherait pas. Donc, c'est la preuve que ça fonctionne. En 6 mois, j'ai plus de revenus en étant un organisme d'économie sociale qu'en étant une entreprise privée. Donc, vraiment, la différence est flagrante. Ok, donc du coup, effectivement, il n'y a pas de meilleure structure. Il n'y a pas la coopérative qui est mieux que l'OBNL ou vice-versa ou la mutuelle. C'est pas ça qu'on dit. On dit qu'il y a vraiment une stratégie derrière, puis il faut vraiment que ça vienne aligner sa stratégie. Donc, comme tu l'as dit, j'aime beaucoup l'idée de la mariée avec sa robe de mariée. Bah oui, on s'aligne, puis c'est en s'alignant que finalement on est gagnant en fait dans l'histoire parce que du coup, c'est logique pour tout le monde, puis tout le monde comprend. D'ailleurs, sur ce point, Anne Solène, justement, est-ce que toi, j'imagine que du coup, c'est un alignement que vous êtes allé chercher dans votre stratégie. Quel bénéfice ça vous apporte d'être aligné? Avant de répondre à ta question, je voudrais rajouter quelque chose sur ce que Othman et Mariam ont dit dans leur rôle sur le panel aujourd'hui. Et ça va me permettre de rebondir sur ce que je vais te dire. C'est qu'on n'a pas fait mention actuellement d'un principe qui est essentiel pour comprendre ce que Marianne vient de dire. C'est pas parce que tu es un organisme à but non lucratif que tu ne dois pas faire d'argent. Le modèle d'organisme à but non lucratif, ça veut simplement dire que les profits sont réinjectés à 100% dans l'entreprise, que tu ne fais pas de lucratif. Et ça, je pense que c'est important de le mettre parce que, comme l'a dit Marianne, il y a une différence entre un OBNL communautaire et un OBNL à vocation et à impact social et économique, économie sociale. Et c'est là où c'est bien important de le signaler. Parce que malheureusement, il y a quand même encore une image au jour d'aujourd'hui de OBNL égale crève la faim. C'est le cas pour certains, mais ce n'est pas le cas pour tous. Et ça, c'est bien important de le distinguer. Et c'est aussi malheureusement à cause de ce manque d'éducation par rapport au terme but non lucratif. Je le répète, ce n'est pas parce que c'est à but non lucratif que tu ne dois pas faire d'argent. Parce que c'est justement parce que tu fais de l'argent que tu es capable de le réinjecter dans le social, de créer des emplois, etc., etc., etc. Donc, la coopérative, en ce qui nous concerne, de travailleurs est une coopérative à but lucratif, mais évidemment, dans toutes nos valeurs, dans toutes les choses qu'on met en place, pour nous déjà, le succès durable, il ne peut pas être autrement que collectif. Ça, c'est notre vision sacrée chez Agoralliance. Notre mission sacrée, c'est donner l'autonomie pour la liberté d'entreprendre. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour nous aussi. Et je pense qu'avec les processus mis en place, le coopératif est aussi collectif, est aussi coopétitif, la collaboration entre compétiteurs, parce qu'aujourd'hui, dans cette ère où on manque de ressources, où on manque et matérielle et humaine, ben, on se retrouve dans une nécessité, en fait, à être dans une approche plutôt mutualiste. Donc, tu parlais tout à l'heure des mutuelles. On parle de mutualisation. C'est des projets qu'on a aussi chez Agoralliance, la mutualisation des ressources. Et l'avantage aussi de notre modèle, bien qu'on soit un incubateur, on est par définition Agoralliance, l'incubateur accélérateur des entrepreneurs venus d'ailleurs, comme tu l'as dit. On est allé chercher une reconnaissance pour être reconnu comme établissement d'enseignement au Québec pour les raisons d'être en capacité d'émettre des reçus pour frais de scolarité, par exemple. Ceci dit, on a la liberté de ne pas être un établissement d'enseignement officiel du ministère de l'Éducation qui, lui, t'empêche, par exemple, d'accompagner des gens qui ne sont pas résidents. Donc, nous, l'avantage de notre modèle, c'est qu'aujourd'hui, on peut accompagner des entrepreneurs immigrants qui ne sont pas forcément encore résidents permanents, par exemple. On n'a pas de contraintes par rapport au visa de la personne, que ce soit un visa étudiant, un permis de vacances-travail, etc. Toutes ces personnes-là
on peut les accompagner, quel que soit leur visa. Ce qui n'est pas le cas d'un établissement forcément scolaire et qui n'est pas forcément le cas non plus de certains autres incubateurs qui sont des OBNL et eux qui ont des contraintes, par exemple, par rapport au statut de la personne qu'ils aident. Donc ça, c'est un gros avantage pour nous à ce niveau-là. Effectivement, oui, en accompagnant des immigrants, il y a beaucoup d'histoires de visa, donc c'est un bon point. Puis c'est là tout l'intérêt aussi de se faire accompagner, parce que ça, c'est des choses qu'il faut connaître. C'est vraiment technique, là, on pourrait dire. Donc c'est ça, d'aller chercher finalement les informations, puis auprès d'organismes comme la CDRQ ou autres. Puis ce qui distingue aussi, et puis là, c'est peut-être propre à notre entité aussi, notre clientèle, donc c'est les immigrants, comme tu l'as dit, et les défis majoritaires des immigrants entrepreneurs, c'est le réseautage, c'est la connaissance de l'écosystème, et c'est ce à quoi Agoralliance on a pour vocation, tu vois. Donc, en ayant choisi ce modèle aussi coopératif collectif, on permet ces mises en relation. On travaille beaucoup à ce qu'on appelle la francophonie en situation minoritaire. Donc, ce sont par définition situations minoritaires, donc plus de défis. Donc, en étant dans l'Agora-Alliance, on décloisonne aussi les provinces parce qu'on est à travers le Canada et on permet cet accès-là. Mais encore une fois, c'est un modèle qui est favorisé par notre mission, quoi. Ok, super. Puis toi, Mariam, c'est quoi que tu verrais comme avantage si on voit de manière plus large sur l'économie sociale en général? C'est quoi l'avantage qu'on aurait à intégrer l'économie sociale, les bénéfices? Avant d'intégrer l'économie sociale, il faut avoir cet impact social. Parce que certaines m'ont approché en disant, mais on voit que ça a l'air intéressant ce que tu fais, est-ce qu'on peut être économie sociale? Je dis, qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu offres? Tu vas faire venir des conteneurs du pays? Là, je dis, il est où l'impact social? Donc, c'est ça. Il faut avoir ces critères-là. Quand on a sélectionné notre cohorte, on a veillé à ce qu'il y ait vraiment cet impact social-là, ce bénéfice pour la communauté. Mais l'entrepreneuriat social, l'économie sociale, moi, c'est ma phrase là maintenant, c'est un modèle d'affaires gagnant. Voilà, c'est ça. Prochain atelier, économie sociale, modèle d'affaires gagnant. Pourquoi? Parce que ça fait depuis 2011. Je sais que tu m'as demandé macro, mais j'aime mieux raconter mon histoire parce que c'est celle que je connais et je vais pouvoir, peut-être d'autres vont se reconnaître dans cette histoire, mais je vais pouvoir vraiment te dire pourquoi moi j'ai fait ce pivot-là, parce que ce pivot, c'est pas anodin. Anne Solène l'a dit, tu sais, il y a cette gouvernance-là, travailler avec le CA, travailler nos statuts, aller mobiliser les membres et tout ça, là. Donc, les règlements, c'est beaucoup plus contraignant. Même faire ce pivot-là, les avocats, les coûts, bref, il y a un enjeu aussi financier avec ça. Donc, bref, outre la difficulté. Mais ça vaut la peine par rapport déjà tantôt, j'ai dit les collaborations que j'ai beaucoup plus de collaborations avec d'autres organismes d'économie sociale. Je me rappelle qu'en 2011, quand j'avais démarré, c'était toujours pour aider les entrepreneurs. Moi, j'ai les entrepreneurs à cœur et je crois vraiment que l'entrepreneuriat, c'est la source d'épanouissement professionnel par excellence. Donc, quand j'ai été à PME Montréal parler de mon projet, je veux aider les entrepreneurs, les plans d'affaires, des choses. Elle me dit, mais ton projet, c'est l'économie sociale. Ça rentre ici, ça sort là. OK, parfait. Je suis seule, mais j'y vais, je fais mon projet, etc. Et quand j'ai eu l'occasion d'aider un organisme qui aurait été sur le point de fermer, qui aurait été quand même le 4e organisme en entrepreneuriat à fermer en moins de 3 ans, quand j'ai aidé cet organisme et que j'ai vu toutes les opportunités, comment le financement que j'ai pu lever, les ressources, les subventions salariales que j'ai pu avoir pour l'organisme, j'ai dit, mais ils en seraient où les autres qui font ça? Où est-ce qu'on en serait nous-mêmes aussi, start-up, si on avait le bon modèle alors qu'on fait la même chose? Donc, c'est clair que nous, on nous avait appelés pour ce mandat-là de redémarrer l'organisme, de relancer les formations, parce que c'est déjà ce qu'on faisait pour les femmes. Donc, en voyant l'impact qu'on peut avoir, comment on peut décupler notre impact, parce que, 1, on a plus de collaborateurs, parce que 2, on peut avoir... on peut répondre aux appels à projets que propose le gouvernement, la ville et tout ça, ce qu'on ne pouvait pas quand on était privé. OK, vous aidez les entrepreneurs? Oui, on aide les entrepreneurs. Vous pouvez soumissionner que si vous êtes une OBNL. Donc, il y a les entreprises qui ont un impact social se privent de certaines choses
de certains financements, de certaines collaborations, si elles n'ont pas la bonne forme juridique, même si même si, je vais y arriver, même si ce qu'elles font sur le terrain est identique. Alors, tant qu'à faire, autant vraiment avoir la bonne forme juridique pour pouvoir collaborer avec les autres acteurs. Et je trouve qu'on t'ouvre plus facilement la porte quand tu as cette forme juridique-là parce qu'on reconnaît tes valeurs. C'est aussi une façon pour nous de nous afficher. On s'affiche dans tous les sens. Hein. On s'affiche par rapport à nos valeurs, par rapport à notre modèle d'affaires. On s'affiche aussi par rapport à notre impact. On s'affiche par rapport à nos réalisations. Tu vas voir, on est en train de travailler sur… au fait, bon, les filles, qu'est-ce qu'on a fait depuis cette année? Là, on est en train de travailler sur notre rapport. Donc, on va s'afficher par rapport à nos réalisations. On va s'afficher aussi par rapport à notre revenu. Qu'est-ce qu'on a ramené dans les caisses? Qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent? Donc, il ne faut pas avoir peur de s'afficher. Et si tu es à l'aise avec ça, alors c'est la bonne forme parce que tu vas aller beaucoup plus loin. Ce qui fait aussi que le gouvernement finance les entreprises seulement d'économie sociale et tout ça, c'est parce qu'il y a cette visibilité sur ce que tu fais de l'argent. Parce que le gouvernement est redevable aux contribuables. OK, on a investi dans tel organisme et voilà ce qui a été fait. Donc, voilà, c'est en tout cas, il y a tellement d'avantages que, voilà, moi, j'encourage vraiment toutes les entrepreneurs qui ont un impact social et surtout les femmes parce que toutes celles on a une liste d'attente là pour la prochaine cohorte, toutes celles qui disent « Oh, moi, je fais ça parce que je veux aider. » Dès que tu as le mot « aider », là, réfléchis. Comment tu aides? Est-ce que ça a un impact social? Eh bien, prends la bonne forme juridique. Même si ça prend un peu plus de temps d'aller chercher des gens qui vont collaborer avec toi, prends la bonne forme parce qu'après, ça ira beaucoup plus vite. Donc, Anne-Solène, toi, là, si tu avais un conseil à donner à des entrepreneurs qui hésiteraient encore à faire ce choix de l'économie sociale, ce serait quoi ton conseil? Ben, foncer, comme l'a dit Mariam, c'est le modèle aussi. Puis je vais me permettre même de donner des chiffres parce que les chiffres parlent souvent. Puis Othman a parlé tout à l'heure des taux de succès. Les coopératives ont un taux de survie presque 2 fois plus élevé que les entreprises privées. Tu sais, selon le dernier indice entrepreneurial, on parle encore de 3 entreprises sur 5 qui ferment avant 5 ans. Au niveau des coopératives, 62% des coopératives versus 35% des entreprises privées franchissent le cap des 5 ans. 62% des coopératives versus 35% pour les 5 ans. Et c'est 44% des coopératives versus 19% des entreprises privées qui passent le cap des 10 ans. Ah, c'est quand même significatif, là, tes chiffres, ils sont quand même impressionnants. Donc, ça va être ma façon d'encourager les entrepreneurs de l'économie sociale à prendre ces modèles-là, en fait. OK, je pense que c'est assez parlant. Puis, pour finir, je vais te laisser le mot de la fin, Othman. Peut-être nous dire avec tes mots, c'est quoi finalement l'avantage concurrentiel que toi, tu vois sur le terrain tous les jours en accompagnant des entrepreneurs. Puis, on finira sur tes mots. Par contre, active ton micro, juste. Alors, j'ai envie de dire qu'effectivement, qu'au Québec, l'économie sociale, c'est 10% du PIB québécois. Donc, c'est vraiment un secteur qui est extrêmement dynamique. Et au sein de ce secteur, il y a des entreprises dites collectives, que ce soit au BNL ou coopératives, qui contribuent justement à créer une richesse, mais une richesse qui soit partagée. J'ai envie de dire aussi que si on veut faire ensemble, pour bien vivre ensemble, il faut aller vers de l'entrepreneuriat collectif avec des valeurs. On a la chance au Québec d'avoir d'une part une loi sur l'économie sociale, mais aussi une loi sur les coopératives, donc qui protège, qui aide à structurer justement la création de coopératives. Et j'ai envie de dire aussi, tout à l'heure, on parlait de stratégie de modèle d'affaires, donc de choix de structure juridique en fonction des stratégies de modèle d'affaires. Il y a aussi le questionnement par rapport entre des objectifs personnels versus des objectifs collectifs. Lorsqu'on veut se consacrer à 100% à la collectivité et pas avoir d'attache avec, j'ai envie de dire, de propriété ou d'attache capitalistique avec effectivement le modèle d'affaires, alors il faudrait aller effectivement vers l'OBNL. Par contre, lorsqu'on veut justement pouvoir contribuer, peser sur le collectif, tout en répondant
à des besoins plus individuels. Par exemple, justement, comme le disait Anne Solène, faire de l'argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer des excédents, créer un surplus, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on équilibre le modèle, mais en plus, on crée un surplus. Et ce surplus, on veut se donner la possibilité de le partager de manière équitable. Alors, effectivement, la coopérative le permet justement de concilier ces deux objectifs, créer une valeur qui soit partagée avec le collectif, la communauté, comme on dit, ses clients, effectivement, ces différentes parties prenantes. Un modèle qui permet de rentabiliser le modèle d'affaires, donc c'est-à-dire être au moins à l'équilibre, payer ses charges. Et puis ensuite, quand on dégage des surplus, une partie qu'on pourrait effectivement investir dans le projet, mais aussi répondre quelque part à ce besoin, à cette satisfaction personnelle qui se dit, si je crée de la valeur et si je crée un surplus dans cette valeur, me donner cette possibilité aussi quelque part de bénéficier aussi en retour de cet excédent. Et ça, la coopérative le permet. Super, écoutez, merci beaucoup à tous les trois pour avoir répondu positivement à mon invitation. Et donc c'est ça, c'est un immense plaisir pour moi. Je vais laisser vos coordonnées en commentaire. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager, liker ou relayer cette information à tous les entrepreneurs qui aimeraient en savoir plus sur ce modèle au Québec. Et moi, je vous dis à très bientôt et une belle journée. Merci à tous. Bye. Merci Audrey. Bye tout le monde. Bonne journée.